Quand on pense à l'Amérique latine, on a souvent en tête l'image d'un bloc assez uni, n'est-ce pas? Une culture, une histoire commune. C'est une vision façonnée par des siècles de colonisation, par des langues latines partagées, par une religion majoritaire. Et pourtant, cette image, aussi familière soit-elle, commence sérieusement à se fissurer dès qu'on y regarde d'un peu plus près. On a longtemps entendu cette même histoire, une colonisation européenne qui a tout balayé, imposant sa langue, sa foi, une économie entièrement tournée vers l'exportation. Tout ça, ça a forgé l'image de ce qu'on a parfois appelé l'extrême Occident, un continent qui se définissait presque en miroir, en opposition à l'Amérique anglo-saxonne. Mais justement, si on gratte un peu ce vernis d'unité, on découvre tout autre chose. Derrière cette façade se cachent des lignes de faille vraiment profondes et des sociétés d'une diversité absolument incroyable. C'est ce qu'on va explorer ensemble maintenant. Allez, commençons par le cœur du sujet, l'identité. Parce que l'idée même d'une identité latino-américaine unique est en fait remise en question de l'intérieur. Et ce qu'on découvre, c'est une mosaïque bien plus riche et complexe qu'on ne l'imagine. Pendant très longtemps, pour essayer d'unifier des populations extrêmement diverses, beaucoup d'États ont misé sur le concept de métissage. Au Mexique, au Brésil par exemple, l'idée c'était de créer une sorte d'identité nationale mélangée pour construire la nation et, en théorie du moins, gommer les inégalités héritées de l'époque coloniale. Sauf que cet idéal de fusion, il a été complètement bousculé. À partir des années 80, on a assisté à un véritable réveil ethnique qui a totalement changé la donne. On est passé de cette quête d'une identité unique à la reconnaissance officielle du pluriculturalisme. Et ça veut dire des droits spécifiques, des langues qui deviennent co-officielles et même des territoires autonomes pour les peuples autochtones et afrodescendants. Et cette fragmentation, elle ne touche pas que l'ethnicité, loin de là. Même ce qui semblait être le grand pilier de l'unité, la religion, s'effrite. Prenez le Brésil, c'est flagrant. En 1970, 92% de la population était catholique. 40 ans plus tard, à peine, en 2010, ce chiffre tombe à 65%. Et pendant ce temps, les églises évangéliques, qui sont souvent beaucoup plus proches des préoccupations quotidiennes des gens, ont connu une croissance spectaculaire. Elles attirent aujourd'hui près d'un fidèle sur 5. On passe maintenant au deuxième grand bouleversement, les mouvements de population. L'histoire toute récente du continent est vraiment marquée par des changements migratoires absolument spectaculaires. C'est sans doute l'un des plus grands retournements de situation de l'histoire moderne du continent. Imaginez, d'une terre qui accueillait des millions d'immigrants venus d'Europe, l'Amérique latine est devenue l'une des principales régions de départ dans le monde. Faisons un petit retour en arrière pour bien voir les étapes. D'abord, il y a eu cette grande vague d'immigration européenne. C'est énorme, plus de 13 millions de personnes qui arrivent entre 1870 et 1930. Et puis, à partir des années 60, c'est le grand renversement. Le continent commence à voir partir ses propres enfants. Et puis, à partir des années 60, bien sûr, la crise vénézuélienne a provoqué un exode massif qui est en train de redessiner tous les équilibres de la région. Pour vraiment prendre la mesure du phénomène, il faut regarder ce chiffre, 15%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde, près d'un migrant international sur 6 est originaire d'Amérique latine. C'est juste colossal, surtout quand on sait que la région ne représente que 8% de la population mondiale. Ça nous dit quelque chose des pressions économiques, sociales et politiques qui sont tellement immenses qu'elles poussent des millions de personnes à chercher leur avenir ailleurs. Et cette migration, elle a un coût qui raconte lui aussi une histoire, celle du durcissement des frontières. Au début des années 90, quand les contrôles étaient bien moins stricts, une traversée clandestine de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ça pouvait se négocier autour de $150. C'était une somme importante, bien sûr, mais ça restait encore accessible pour pas mal de monde. Maintenant, faisons un bond dans les années 2010. Le prix explose, il peut atteindre jusqu'à $8 000. Cette inflation, elle est vertigineuse. Et elle ne reflète pas seulement l'appât du gain, non. Elle raconte la militarisation des frontières et la montée en puissance de véritables réseaux criminels de passeurs, les fameux coyotes, qui transforment ce voyage en une entreprise extrêmement risquée et hors de prix. Abordons maintenant notre troisième grand thème, la croissance des villes. L'Amérique latine a vécu une des transitions urbaines les plus rapides et les plus massives de toute l'histoire de l'humanité. Il faut imaginer le basculement. En 1964, c'est la première fois que la population des villes dépasse celle des campagnes sur tout le continent. Ce n'était pas juste une transition en douceur, c'était une véritable explosion urbaine qui a complètement redéfini la société latino-américaine et qui a donné naissance à des mégalopoles tentaculaires. Alors, à quoi ressemble la mégalopole latino-américaine aujourd'hui ? Eh bien, c'est une mosaïque totalement fragmentée.
En son cœur, on trouve souvent le centre historique. Il a été réhabilité, il est classé par l'UNESCO, mais il est souvent devenu une sorte de musée à ciel ouvert pour les touristes, ce qui a parfois pour effet de vider ces quartiers de leurs habitants et un peu de leur âme. Si on sort du centre, on arrive dans les banlieues des élites. Et là, la grande tendance, c'est la fermeture. Des lotissements sécurisés, des country-clubs barricadés derrière des murs, protégés par des gardes. C'est une forme d'autoségrégation, un repli sur un entre-soi qui est nourri par la peur de l'insécurité. Pour les classes populaires et les classes moyennes, la réalité est bien différente. C'est souvent celle des grands ensembles de logements sociaux. Ces programmes ont certes permis à beaucoup de gens d'accéder à la propriété, mais ils créent de nouvelles galères. Des logements de mauvaise qualité, très très loin des zones d'emploi, ce qui implique des temps de transport quotidiens qui sont juste épuisants. Et enfin, il y a la ville informelle. Les favelas, les barrios, les pueblos jóvenes. Aujourd'hui, 21% de la population urbaine vit encore dans ces quartiers autoconstruits. C'est plus d'1 habitant sur 5. Ces quartiers sont petit à petit intégrés à la ville, mais ils restent des symboles très forts des inégalités urbaines. Et tout ça, ça nous amène tout naturellement à notre dernier thème, celui qui en fait relie tous les autres, l'inégalité. C'est sans aucun doute le défi le plus fondamental et le plus tenace de tout le continent. Ces données de la CEPAL, l'organisme de l'ONU pour la région, elles révèlent une fracture, mais une fracture béante. La pauvreté frappe de manière totalement disproportionnée le monde rural. 45% de la population y est touchée, contre 26% dans les villes. Et derrière cette inégalité géographique se cache souvent une réalité ethnique, parce que les populations autochtones, historiquement marginalisées, sont bien plus nombreuses dans les campagnes. Attention, il y a eu des progrès, c'est indéniable. Entre 1990 et 2019, le taux de pauvreté a été quasiment divisé par 2. Mais c'est justement là qu'est tout le paradoxe latino-américain. Malgré ces avancées, la région reste celle où les écarts de richesse sont les plus extrêmes au monde. Pour comprendre, cette statistique sur le Brésil est absolument saisissante. Les 10% les plus pauvres payent 33% de leurs revenus en impôts, alors que les 10% les plus riches n'en paient que 23%. Comment un truc pareil est possible ? Eh bien, c'est le résultat de systèmes fiscaux qui reposent massivement sur des impôts indirects, comme la TVA, qui pèsent beaucoup plus lourd sur les petits revenus. Pendant ce temps, l'imposition du patrimoine ou de l'héritage reste, elle, très faible. Au final, on le voit bien, cette image d'une Amérique latine monolithique, elle vole complètement en éclats. On a affaire à un continent pluriculturel, en mouvement perpétuel, fragmenté dans ses villes immenses et toujours marqué par des inégalités profondes. La grande question pour son avenir, elle est donc là. Comment tous ces mondes, si divers et souvent si déconnectés les uns des autres, pourront-ils réussir à écrire une histoire commune ?